Nous allons aborder le problème de la mesure de l'information en théorie quantique. Nous allons le faire en trois grandes parties. Dans la première, nous allons regarder les choses sur le plan expérimental et puis essayer de modéliser ce qu'on a vu. Au deuxième semestre, dans la deuxième partie, nous allons revisiter les propriétés des opérateurs linéaires et leur représentation matricielle. Nous allons donc achever tout ce travail par la décomposition spectrale des opérateurs hermitiens. À l'issue de ce chapitre, vous devez être capable d'utiliser les opérateurs pour extraire d'un système quantique l'information sur la grandeur, sur des grandeurs physiques, autrement dit effectuer la mesure sur un système quantique. Et pour cela, il vous faudra donc avoir une certaine maîtrise de l'algèbre des opérateurs et de la manipulation des matrices. Bien. Nous avons vu au chapitre premier qu'il y avait un indéterminisme dans la mesure sur un système quantique à travers les expériences de Mark Zehnder. Par conséquent, donc, il faut se munir d'une théorie de la mesure sur les systèmes quantiques. En théorie quantique, faire la mesure, c'est quoi? La mesure est le résultat d'une interaction temporaire entre notre système et un appareil de mesure, lequel appareil de mesure peut être un homme qui observe. Ok, et en vertu du principe de l'action minimale, toute mesure sur un système quantique l'influence ou le perturbe. Il faut donc pour pouvoir décrire précisément l'observation, tenir compte donc de cette perturbation qu'il faut modéliser. Bien, nous allons donc passer à la phase expérimentale. On va revoir l'expérience de Stern et Gaillard réalisée en 1922, où ils ont préparé un ensemble de N atomes préparés dans le même état avec a priori une orientation quelconque des moments magnétiques. Lesquels moments magnétiques, donc à orientation quelconque, pénètrent donc dans un appareil de Stern et Gaillard ayant un champ magnétique inhomogène. Stern-Gerlach experiment, performed in 1922, delivered the first experimental proof of the fascinating degree of freedom of an electron spin. A beam of silver atoms was generated in an atomic beam furnace. It was then sent towards an inhomogeneous magnetic field. According to classical physics, one would expect the magnetic moments of silver atoms to be randomly oriented. They should be deflected in the inhomogeneous magnetic field by different amounts, depending on their orientation. However, the researchers observed that the beam was split in two possible states, which were later named spin up and spin down. How can this be explained? Let us first analyze the electron configuration of a silver atom. One silver atom has a total of 47 electrons. In 46 of these electrons, each spin up is paired with one spin down. The spins neutralize each other. There is only one unpaired spin, the spin of the 5s electron. It can be either in spin up or spin down, or in any superposition of these two states. We can represent this spin state using a Bloch sphere. The spin can point in any random direction. The spins of all silver atoms are randomly distributed. They are therefore not polarized. In fact, there is a close connection between this experiment with a single electron spin and the experiment with single polarized photons. Here, the polarizing filter corresponds to the inhomogeneous magnetic field. Just like with photons, in a single experiment, it is completely random whether the spin points in the direction of the polarizing filter or in the opposite direction. The result is a black and white random pattern.
Let's have a closer look at the quantum mechanical measurement process in the Bloch sphere. The spin has some arbitrary orientation before it interacts with the inhomogeneous magnetic field. The inhomogeneous magnetic field acts as a filter. It is presented here as a slot. It forces the spin to take a random orientation, either in line with the inhomogeneous magnetic field or in the opposite direction. If the basis state is close to up, it is very unlikely to change the direction in down. However, it may still do so. When performing their canonical experiment, Stern and Gerlach were unable to use single silver atoms. Therefore, they could not demonstrate the role of chance in each experiment. However, they were the first to demonstrate that the spin is quantized, or separated in up and down. It was a sensational achievement in their time. Bien, on revient donc dans notre présentation. Nous avons donc terminé avec l'expérience. On va donc passer à la modélisation mathématique. Donc, à la source, nous avons donc les atomes d'atomes qui sont dans un état de spin quelconque. Donc, quand ces états de spin sont projetés dans la base des quêtes plus et quêtes moins, qui sont la base des états propres de l'appareil de spin Gerlach dans lequel il pénètre, il se passe donc que notre état psi est projeté dans ces états de base. Donc ces deux quantités-ci, écrit alpha plus et alpha moins, sont les amplitudes de probabilité de projection dans la base des états de spin, quête plus et quête moins. Et comme on a observé que la probabilité, qu'il y avait une certaine équiprobabilité d'être spin up ou spin down, ça veut dire que ces amplitudes de projection dans la base quête plus et quête moins sont égales, ces amplitudes de probabilité sont égales à 1 sur racine de 2. Autrement dit, notre état psi est donc dans l'état superposé quête plus et quête moins, ce qui fait que quand elle entre, elle est projetée soit dans l'état quête plus ou dans l'état quête moins. Bien, donc l'appareil de mesure SZ opère sur l'état psi pour donner quête plus ou quête moins, qui sont les états propres de SZ avec les valeurs propres H bar sur 2 et moins H bar sur 2, ce sont les moments, les valeurs du moment magnétique de spin. Donc, on se résume donc. L'appareil de mesure, symbolisé mathématiquement par l'opérateur SZ, perturbe le système qui était dans l'état psi et qui va donc se retrouver dans cet état psi plus, quête plus, avec la probabilité 1,5 et une valeur propre plus H bar sur 2, ou va se retrouver dans l'état quête moins, avec la valeur propre moins H bar sur 2 et une probabilité 1,5. En clair, un appareil, un opérateur, qui est un appareil, qui est la partie, qui est la modélisation mathématique de l'appareil de mesure d'une quantité, d'une grandeur physique, transforme un état de l'espace de Hilbert en un autre état de l'espace de Hilbert. Donc, il y a perturbation du système. Donc, l'opérateur est le lien entre ce que l'on observe du système, qui est représenté par le psi, et la grandeur physique A associée. Et cette interaction projette notre état après la mesure dans l'un des états propres phi i de l'opérateur A, avec
cette probabilité de transition. Donc, on a transité de l'état psi à l'état phi. La décomposition spectrale, autrement dit, l'écriture de l'opérateur A dans sa base propre, s'écrit ainsi, la décomposition en taux normal, ce qui fait que quand j'applique A sub psi, j'ai cette amplitude de projection. Cette amplitude de projection. Et les AI représentent donc la valeur propre associée à phi. Bien, on va continuer donc notre expérience. On va rentrer au laboratoire, mais il faudra comprendre que lorsque le faisceau arrive sur un Stern-Gerlach, il est splitté, autrement dit, il est séparé en deux. On peut par la suite donc filtrer, c'est-à-dire que bloquer les états quête- et ne laisser passer que les états quête+. On peut faire le contraire, laisser passer les états quête- et arrêter les états quête+. Donc on peut rentrer au laboratoire en observant, en suivant une vidéo, ou alors en nous rendant sur le site de simulation qui vise ce que nous allons donc faire immédiatement. Bien, nous avons notre appareil de Stern-Gerlach qui est là, avec c'est-à-dire un dispositif avec 1, 2 et 3 appareils de Stern-Gerlach. Bien, nous allons donc commencer par prendre deux appareils de Stern-Gerlach, les deux orientés suivant Z, là. Alors, on va envoyer des particules de spin 1,5 et on va bloquer à la sortie du premier beam splitter les spin down et ne laisser que les spin up qui vont pénétrer donc dans le deuxième beam splitter, toujours orienté. Les deux beam splitters sont orientés dans la même direction. Bon, là on constate, là c'est bloqué, là ça passe et on observe toujours que c'est up. Donc on peut déjà noter ici que toutes les particules, tous les objets quantiques détectés ne sont que celles ayant le spin up. Aucune particule spin down n'est détectée puisqu'elles sont bloquées. Et cet appareil-ci, ce qui pénètre dans l'appareil est dans un état propre de l'appareil de mesure. Donc le résultat qui sort de cet appareil est un résultat certain. Ça, c'est la première expérience. Passons donc à la deuxième expérience. Cette fois-ci, on va toujours filtrer les spin up dans l'état Z à la sortie du premier beam splitter. Le deuxième beam splitter va être placé dans la direction des X. Et on va observer ce qui se passe. On observe donc que, comme cette fois-ci, cet état qui n'est pas bloqué, c'est-à-dire le spin up dans la direction Z, qui entre dans l'appareil de Stern-Gerlach orienté suivant X, n'est plus dans un état propre de cet appareil de mesure. Il sera donc projeté dans la base des états propres de cet appareil de mesure qui, lui, comme on le constate, sont des quêtes plus et des quêtes moins, mais dans la direction X. Donc cette projection, la projection de cet état nous donne donc deux états équiprobablement distribués.
comme on le constate là. Bien, passons donc à la troisième expérience maintenant, où on aura cette fois-ci 3 bin splitters. Le premier orienté suivant Z, le deuxième orienté suivant X et le troisième orienté suivant Z à nouveau. Aussi, on bloque, on ne laisse filtrer que le spin up dans la direction Z. Ici, on ne laisse filtrer que le spin up dans la direction X. Cette fois-ci. Autrement dit, ce qui va entrer dans cet appareil de mesure n'est pas dans un état propre de cet appareil. Donc, une fois de plus, on aura une projection dans la base des états propres. Autrement dit, il est probable, et on va le voir, on va obtenir à nouveau 2 faisceaux et qui probablement repartit. Bien, on revient donc dans notre cours, on passe à la modélisation, on passe aux explications mathématiques. À la sortie donc, nous avons dit qu'à la sortie du premier bin splitter qui sert de filtre, ce qui entre dans le deuxième bin splitter est un état propre de l'appareil, lequel appareil est représenté par l'opérateur SZ dont la décomposition spectrale est la suivante. Autrement dit, quand on va appliquer ce qu'est plus Z sur cet opérateur-là, on aura le quête plus Z ici, le quête plus Z là. Celui-ci, cette projection est égale à 0, cette projection est égale à 1, donc on obtient à coup sûr ce résultat avec cette amplitude, avec cet état propre. À coup sûr, donc le résultat est certain, parce que ce qui pénètre dans l'appareil de mesure est un essai d'état propre, donc le résultat est certain. Dans la deuxième expérience, nous avons cette fois-là un appareil de mesure qui est dans l'état qui est orienté suivant X et donc sa décomposition spectrale est celle-ci. Comme ce qui pénètre n'est pas un état propre, il y aura donc une projection dans la barre de ces états propres. Donc on aura l'amplitude de probabilité de passer de tel état plus dans la direction Z à cet état plus dans la direction X, cet état plus dans la direction moins, dans la direction, cet état moins dans la direction X. Aucune direction n'est privilégiée par rapport à une autre, donc cette amplitude de probabilité est égale à celle-ci. Donc on va obtenir à la sortie cet état avec une probabilité, on va obtenir cet état-ci, avec cette valeur propre, cet état-ci avec cette valeur propre, et les deux probabilités sont égales à 1,5. Donc on a 2 faisceaux à la sortie. La troisième expérience maintenant. Ce monsieur qui pénètre dans cet appareil n'est lui aussi pas état propre. Donc une fois de plus, on aura une projection et on aura donc 2 états avec des probabilités 1,5. Pour nous résumer, on dira que après une mesure sur un système quantique, on modifie généralement ce système. C'est le principe de la réduction du paquet d'ondes qui est populairement, qui représente l'expression la mesure perturbe le système. Le résultat complet de la mesure expérimentale de la grandeur physique A sur l'état
psi du système consiste à déterminer deux choses. La première, les résultats de la mesure qui sont les modalités AI, lesquelles dépendent de la nature du système. De la nature, qui dépendent de la nature du système. Et les amplitudes de probabilité, ou alors les probabilités qui, eux, dépendent de l'état du système. Donc, il y a la nature du système, il y a l'état du système. Quand nous parlons de nature, ça veut dire que quoi? On peut être, comme tout à l'heure, on était intéressé par le spin, on peut être intéressé par l'énergie, on peut être intéressé par la position ou par la vitesse. Mais les amplitudes, il y a maintenant l'état du système psi. Et cet état-là nous permet donc d'avoir les amplitudes de probabilité. Donc psi décrit la réalité physique d'un système quantique individuel et l'opérateur A, qui peut être le hamiltonien, qui peut être le spin, nous permet maintenant d'extraire l'information sur la grandeur physique spin, sur la grandeur physique énergie. Lorsque nous effectuons une seule mesure d'une grandeur physique sur un état psi, on obtient l'information sur l'état du système après la mesure. Donc l'information qu'on a, c'est l'information sur l'état psi du système après la mesure, après la perturbation. Et c'est donc très souvent l'état propre phi de l'opérateur A avec la valeur propre AI. Donc si on répète A, la mesure de la grandeur physique immédiatement après la mesure, on est sûr d'obtenir de façon certaine la modalité AI avec la probabilité 1, comme on l'a vu à la première expérience tout à l'heure. Phi I est l'état propre de A et AI est la valeur propre associée à ce vecteur propre-là. Si nous voulons obtenir l'information sur le système avant la mesure, on va le faire comme on l'a vu dans la vidéo. On va faire plusieurs mesures sur le système préparé dans le même état psi. Et dans ce cas-là, on va donc obtenir toutes les modalités possibles. Dans notre expérience de spin et Gerlach, on avait deux modalités, soit plus h bar sur 2, soit moins h bar sur 2. Et l'information qu'on a eue donc, c'est que notre système était dans un état superposé des états propres du spin, ket plus et ket moins. L'ensemble de ces états propres-là forme une base dont les propriétés sont les suivantes, nous la connaissons déjà. Bien.